Bon, c'est Laurent qui va te rappeler. Laurent du côté légal. Bon, So good afternoon to all of you. Thank you very much. I'm sorry again, and I have to say sorry because I don't speak French, and sorry again to all the speakers. I would like to introduce the moderator of this talk, and I remember that me and Claudio Musso curated all the day with these 4 talks, and I remind you that the next one is about writing and street art through internet and all the World website. The moderator in this occasion is Andrea Pizzi. He's a lawyer specialized in art law, intellectual property, media. In 2005, he founded the Art Law Commission within the UIA, Union Internationale des Avocats de Paris, in order to deepen and enlarge the right art and from organizing conferences and study sessions all over the world. So, thank again. Good luck and good work. Merci Fabiola. Merci à tous pour être ici. Je n'ai pas besoin de vous présenter Jérôme Coumet et Jean Fauché. Aujourd'hui, on va parler des limites de la loi. On connaît déjà très bien le débat entre légalité et illégalité de l'art urbain. Mais notre question, c'est dans le cadre de la loi, dans les limites de la loi, peut-on pratiquer l'art urbain? Donc, je donne avant tout la parole à Jérôme Coumet pour parler de son expérience avec la mairie du 13e. Jérôme, c'était le plus jeune maire d'arrondissement de Paris. Et il soutient beaucoup la street art et l'art urbain. Donc, comme vous tous savez, il est beaucoup impliqué dans la question de l'art urbain. Par exemple, avant tous, l'histoire de la tour. Donc, je donne la parole à Jérôme. D'abord, merci, bonjour à tous. Tout simplement, l'art urbain, le street art, peu importe les dénominations qu'on prend, a bousculé beaucoup de choses, a bousculé le marché de l'art, ça a été dit tout à l'heure, mais a bousculé aussi les rapports à la loi. Bon. Pas forcément qu'en l'enfreignant, même si au début, tout se faisait évidemment dans la totale illégalité ou non-légalité et avec un pouvoir plus ou moins répressif en face. Maintenant, effectivement, il est rentré dans une certaine forme de légalité, parfois, avec la volonté à la fois des artistes d'éviter de se retrouver en tôle, ce qui n'est pas forcément le truc le plus sympathique qui puisse y être, et puis la volonté d'un certain nombre de décideurs, non seulement d'accepter, d'accompagner, de promouvoir ces nouvelles formes d'art qui s'adressent directement au public sans passer par la cause institution directement dans la rue. Donc c'est poser la question me concernant en tant que maire, tout simplement parce que j'ai été sollicité, c'est pas moi qui suis allé chercher des intervenants, et notamment par une galerie qui s'était installée dans le 13e arrondissement, qui était la galerie Itinérance. Ils avaient la volonté de faire des choses, des interventions en ville, sans évidemment passer par la case commissariat, et donc ils sont venus me voir. Bon, donc, et puis moi-même, en tant que maire, moi-même j'ai dû trouver aussi des voies parfois pour contourner la loi, ou en tout cas pour l'adapter à cette nouvelle forme d'art. Donc je vous en dis juste un mot, mais les premières interventions, on l'a fait sans l'opposition de la mairie de Paris, sans totalement son accord non plus, et en y allant, quoi, sans passer par toutes les cases légales. Alors je ne devrais pas le dire comme ça, hein, mais bon, c'est vrai. Donc par exemple, on n'a pas demandé les autorisations à l'architecte des bâtiments de France. On n'a pas demandé un certain nombre d'autorisations légales. On l'a juste fait. Et on l'a fait avec une terminologie magique qu'on a fini par trouver, c'est le provisoire. Et donc, comme on a considéré depuis le départ que c'était des interventions provisoires, avec des difficultés sur la pérennité des œuvres, hein, au passage, mais comme pour les street artistes, les gens qui travaillent dans la rue, ils savent que leur œuvre est souvent très provisoire.
Parfois, elles durent des années, et puis parfois juste quelques heures. Donc ça ne dérangeait pas les artistes, on va le dire comme ça. Et donc, avec ce mot magique de faire des choses provisoires, on s'est permis de s'affranchir d'un certain nombre de demandes. Et puis moi, voilà, en tant que maire, je suis allé voir tout simplement les propriétaires des murs et d'abord les bailleurs sociaux. On est allé chercher au plus simple, c'est-à-dire les bailleurs institutionnels. Puis on avait envie d'intervenir dans les quartiers les plus populaires de l'arrondissement. Et c'est comme ça qu'on a avancé. Mais on a appris. Je veux dire, on l'a fait avec les moyens du bord, pas toujours en respectant tout, mais avec quand même un accord général, et donc on n'avait pas trop peur que le ciel nous tombe sur la tête, qui est vraiment le grand principe gaulois, hein. Il faut toujours prévoir le pire, toujours. Donc là, on n'a pas prévu le pire, on s'est dit, on va avancer. Et vous, qu'est-ce que vous pensez? Moi, ce que je pense, je pense beaucoup de choses. Moi, les rapports, en fait, ce qui m'intéresse aujourd'hui dans cette discussion-là, c'est les confrontations, c'est cet art de la confrontation qu'est l'art urbain. Et l'art aussi qui touche aux limites. La loi, c'est ça, la loi pose une limite, et qu'est-ce qu'on fait avec cette limite? Est-ce qu'on la pousse? Des fois, elle est molle, et puis des fois, elle est plus dure. Donc, c'est intéressant pour moi de ce mouvement, parce que on l'appelle art urbain, mais pour moi, c'est un mouvement. C'est un mouvement qui est en train de tester les limites que les institutions, et les institutions, j'inclus dedans les institutions artistiques, posent. Je dirais au monde, à la société en général, et je dirais aux activistes que sont les artistes urbains. Voilà. Donc moi, c'est vrai que de mon expérience, j'ai testé certaines limites dans les années 80. Alors je l'ai fait gentiment. Moi, je suis d'origine versaillaise, donc vous savez, on est très poli et on est très respectueux. Donc je me suis plutôt que de m'attaquer aux murs, surtout que les murs à cette époque-là n'étaient pas... Enfin, je veux dire, il n'y avait pas tellement de choses qui étaient faites. Donc je me suis plutôt attaqué aux panneaux publicitaires. Alors, l'avantage du panneau publicitaire, c'est qu'il a un statut très spécifique. C'est du domaine privé. Donc, tout ce que vous pouvez y faire, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire. La seule crainte que vous pouvez avoir, c'est d'être attaqué ensuite par exemple, si vous faites une publicité, vous attaquez une publicité Renault, Renault peut vous attaquer, mais c'est la seule personne qui peut vous embêter. Donc, à l'époque, d'ailleurs, j'avais fait pas mal de panneaux dans Paris comme ça. Et il y a une petite anecdote, c'est qu'il y avait eu une petite émission dans Moi Jeu qui avait été diffusée et dans lequel j'avais aussi laissé mon numéro de téléphone sur une des affiches. Donc plein de gens m'avaient appelé, dont Avenir, les fameuses affiches publicitaires qui m'avaient dit c'est pas bien, monsieur Faucheur, de faire ça, c'est pas bien, c'est pas bien. Mais en même temps, voilà, c'était resté lettre morte et j'avais pu continuer à faire mes bêtises. C'est vrai que les choses ont beaucoup changé à la fin des années 90. Je dirais que moi, j'ai eu cette pratique urbaine pendant 3 à 4 ans. Et ensuite, je me suis enfermé dans mon atelier tranquillement. Et j'ai commencé un peu à pousser le nez à la fin des années 90. Les choses commençaient à beaucoup bouger. Et j'irais dans la société aussi. Et là, on avait vu apparaître en effet un certain nombre de mouvements, dont cette fameuse invasion de la station Louvre par des saccageurs graffeurs qui avaient commencé à poser, justement à tester les limites. À la suite de ça, de nombreuses brigades anti-graffiti ont été montées, la SNCF a commencé à réagir, enfin ça devenait très très chaud jusqu'à ce fameux procès de Versailles qui a duré 7 ans, 8 ans je crois. Et moi je suis arrivé au début des années 2000, au moment où toutes les instructions avaient été bouclées, et où beaucoup de graffeurs, de taggeurs, d'artistes qui ne l'étaient pas encore, ne pouvaient plus rien faire dans la rue sans obligatoirement se retrouver en garde à vue. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai montré à une partie des artistes de cette génération-là, on va parler de l'Atlas, de Tank, j'ai aussi travaillé avec Zeus, montrer un petit peu une autre manière d'intervenir, d'une autre proposition, qui était celle de peindre en atelier des peintures de 3 mètres par 4 et de les coller sur les panneaux publicitaires. Je l'ai fait avec des gens qui étaient quand même, pour certains, des purs et durs du graffiti, hein, ce qu'on appelle des vandales.
bon, qui rechignaient un peu à peindre sur du papier. C'était pas très... Mais en même temps, ils l'ont fait et ils ont été très étonnés de voir qu'en définitive, il ne se passait rien. C'était très étrange. Vous faites quelque chose sur un mur, vous vous retrouvez en garde à vue. Vous faites quelque chose sur une affiche et il ne se passe rien. Moi, j'ai eu une anecdote à l'époque avec ma compagne à l'époque. On collait lors de ces fameuses sessions qu'on a appelées les Une Nuit. Donc, il y a eu 3 sessions en 2002, 2003 et 2005 où on avait collé la première session près d'une 60aine d'affiches faites par 60 artistes différents. Et si vous voulez, à un moment donné, je collais avec ma copine, donc moi très Versailles. Ma copine était aussi assez Versailles à cette époque-là. Et on collait une peinture d'un tagger qui s'appelait le Willis, c'est-à-dire une sorte d'énorme flop dégoulinant, le truc. Et à ce moment-là, il passait une voiture de la BAC, s'est arrêtée. Elle m'a demandé, mais qu'est-ce que vous faites, monsieur? Écoutez, monsieur, je colle une œuvre d'art. Il m'a regardé, il m'a dit, très bien. Et puis je lui ai dit, vous savez, on est plusieurs à coller dans le quartier. Il m'a dit, très bien, écoutez, bonne continuation et à bientôt. Derrière, il y avait les artistes qui nous suivaient parce qu'ils voulaient voir leur œuvre. Et ils s'étaient caletés en se disant, c'est pas possible, ils vont se faire mettre en tôle, et rien. Donc c'était intéressant, cette expérience-là, pour tester les limites, voir ce qui était possible. Est-ce qu'on pouvait repousser un petit peu, je dirais... alors pour moi aussi, repousser les limites aussi que le graffiti pose. Parce que c'est quand même un mouvement, je dirais, très... pas rétrograde, mais un peu... ils ont leur code, c'est assez fermé. Et tout d'un coup, voir si certains d'entre eux pouvaient aller un peu plus loin, tester. Et c'est à partir de là que, en effet, beaucoup de ces jeunes gars ont commencé à peindre en atelier et à trouver une autre voie. Voilà. Donc, ils gardaient toujours leur pratique illégale et en même temps, ils allaient vers d'autres chemins. Donc voilà, ça c'est le truc. Et je dirais ma 3e expérience, c'est celle que je vis actuellement, où je m'occupe en tant que conseiller artistique d'un programme de murs à Marseille sur la L2, ce qu'on appelle la L2, c'est une rocade qui rejoint le nord à l'est de Marseille, qui est une sorte de serpent de mer marseillais depuis une 30aine d'années, et qui là est en train d'être construit. Donc on est en train de traiter toutes les entrées et les sorties avec des graffeurs, avec des gens issus du graffiti marseillais, et puis des gens, je dirais, des Français, d'autres Français, des Réunionnais même. Et c'était sur des murs qui sont des murs vraiment gigantesques, puisque le moindre mur fait 120 mètres de long. Voilà, donc on a pratiquement peint près d'1 hectare de peinture. Donc c'est pour vous donner un peu la référence, mais bon, Jérôme connaît ce genre de dimension-là. Et là, ce qui est intéressant, c'est de savoir aussi, par rapport au ministère des Transports, quelles limites on peut franchir. Parce que sur des autoroutes, il y a des choses que l'on ne fait pas. C'est-à-dire que, par exemple, il vaut mieux éviter de distraire les conducteurs. Donc, il y a l'effet fameux effet vitrine. Mais en même temps, et ça, c'est grâce aussi à Inouk Mancorgé, qui est le boss de la L2 et avec qui on est en discussion depuis 1 an et demi, c'est d'essayer de repousser ces limites-là. Donc on fait rentrer la peinture, on fait venir les gens du ministère des Transports, ah bah oui, non, ça va à peu près comme ça, et on continue un peu plus loin. Voilà. Donc c'est toujours cette technique intéressante de repousser. On sent une résistance et on contourne. Et ça, l'art urbain, en fait, travaille beaucoup là-dessus. J'aime bien cette idée-là. Et moi, je vois toujours qu'il s'agit de projets qui ont beaucoup de considération entre les gens, les artistes, etc. Il ne s'agit pas des projets détachés de la réalité, de la pratique de l'art urbain. Ah bah de toute manière, c'est un art comme je disais, de la confrontation et de la confrontation à la réalité. C'est-à-dire que si vous avez des idées grandioses mais que vous ne pouvez pas les réaliser, il y a un moment. Donc c'est souvent des gens très pratiques et très réalistes. Dans le précédent débat, il y avait un des intervenants qui parlait de l'envie des artistes d'aller dans des musées. Non, c'est pas qu'ils ont envie d'aller dans des musées, ils ont envie de se confronter au musée. Ils ont envie de se confronter à la galerie. Ça, c'est intéressant. C'est qu'on a besoin de... Voilà. Alors, moi, ma théorie, c'est qu'on a besoin de se confronter pour sortir son corps. Et ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, si vous pensez moi,
ma compagne au début des années 2000 qui avait fait une étude sur la motivation des artistes urbains. Et les 2 premiers mots qui venaient, parce que donc c'est une étude statistique dans les entretiens qu'elle avait, c'était adrénaline et générosité. C'est intéressant. Pourtant, la moitié étaient des taggeurs de base vandales, avec quelques street artistes et des vieux comme moi, mais il y avait quand même, voilà. Et le mot adrénaline, c'est qu'on le convoque pour réveiller le corps. C'est parce que le corps est endormi dans la ville. Voilà. Et l'autre dimension liée à l'idée de la confrontation, et ça c'est quelque chose qu'avait soulevé Alain Milon, qui est philosophe et sociologue, c'était l'idée aussi d'un mouvement adolescent. Et l'adolescent, il se révolte contre quelque chose, contre son père, contre la société, il a envie de montrer autre chose. Il s'était fait un petit peu tirer, les gens ne l'aimaient pas beaucoup après avoir dit ça, mais je trouvais qu'il y avait un petit truc un peu vrai. Voilà. Et je demande à Jérôme quelques mots en plus sur l'expérience de la Tour 13 qui a fait le tour du monde pratiquement. La Tour 13, moi je vais poursuivre ce qu'a dit Jean, et c'est tout ça se fait juste. Hein, c'est peut-être pour ça que ça intéresse les arts urbains, le street art, parce que ça bouscule. Voilà. Et il y avait sans doute envie, on était arrivé à un moment où, y compris le marché de l'art et ses travers, même si ce mouvement est lui-même victime d'un certain nombre de travers du marché de l'art, c'est pas la question, mais a envie de bousculer les institutions, pouvoir rencontrer son public sans passer par la case de l'acceptation des grandes institutions, etc. Et la Tour 13, c'était tout à fait ça. C'était s'il s'agissait de se battre avec telle ou telle institution muséale pour faire rentrer les arts urbains, ça aurait été une autre type d'intervention. L'idée, c'était de laisser les street artistes intervenir dans un immeuble ou dans un lieu où on crée d'une certaine manière une exposition à la façon dont on les intervenait dans la rue. Donc, d'abord, il a fallu trouver les autorisations. Bon, mais là, c'était mon rôle. Hein, et j'ai dû moi-même bousculer les institutions, parce que la préfecture de police, ça se passe de la manière suivante. C'est-à-dire que vous montez votre truc, vous demandez des autorisations 6 mois avant, et vous avez l'autorisation 2 jours avant l'ouverture. En gros, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, nous, on n'allait pas faire intervenir pendant 1 an des artistes pour dire au final, désolé les petits gars, mais on n'a pas pu l'ouvrir au public. Donc, il a fallu ouvrir un lieu au public qui n'était pas adapté pour ça. D'abord, il y avait des marches, il y avait un ascenseur brinque-ballon, il n'y avait pas la jauge qu'il fallait, il n'y avait pas les issues de secours. Et donc, moi, je me suis battu avec la préfecture de police pour dire voilà ce qu'on veut faire. C'est oui ou c'est non, mais vous nous le dites 1 an avant, parce que sinon, on s'en sort pas. Donc, ils ont fini par lâcher oui, avec d'ailleurs une jauge limitée. C'est pour ça qu'on était obligé de ne pas faire rentrer beaucoup de gens en même temps, à condition qu'on gère les entrées, qu'on les contrôle, etc. Donc, on a dit OK. Mais on a fait une intervention dans un lieu qui n'était pas du tout adapté pour ça. Et avec une condition auprès des artistes, enfin 2 conditions principales. La première, c'était qu'ils ne ramenaient pas du matériel de l'extérieur. Ils faisaient avec ce qu'ils trouvaient dedans. Et c'est ça qui a donné peut-être un peu de sève et de vie. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé des choses abandonnées par les anciens habitants dans les appartements ou dans les caves, etc., etc. Et donc, ils ont utilisé ce matériel. Et donc, il y avait une certaine forme de patine de ce qui s'était passé. Ça racontait des histoires par rapport aux gens qui avaient habité cet immeuble. Et puis, la deuxième chose, c'est que tout est gratuit. Eux-mêmes n'étaient pas payés pour intervenir. Mais plus que ça, on acceptait que donc il n'y avait pas de droit d'entrée. On avait le droit de prendre autant de photos qu'on voulait. Les artistes abandonnaient leur droit à l'image. Bon, alors les street artistes ont plutôt cette habitude-là, ça tombe bien, mais en tout cas, voilà, c'était une condition. Donc il y a quelques artistes qui ne sont pas venus à cause de ça. Bon, alors j'étais pas la pierre, hein, c'était juste les règles du jeu. Et c'est peut-être ça qui a donné quelque chose de très nouveau, quoi. On aurait été dans une institution même très reconnue, même avec des installations, ça aurait sans doute pas donné cette espèce de mouvement fou, etc. Et puis, ça a été un lieu extraordinaire de rencontre, parce que 170 artistes qui viennent du monde entier, la plupart d'entre eux se connaissaient au moins par le biais d'Internet. Et c'est aussi le propre de ce mouvement, d'ailleurs, c'est d'être connecté et de se faire connaître par le biais d'Internet. Mais parfois, ils ne se connaissaient pas physiquement.
Et donc de se confronter les uns les autres, de s'influencer les uns les autres. Ils venaient avec des techniques très différentes, avec des points de vue très différents. Il y a des artistes très politiques, il y en avait qui n'étaient pas du tout sur cette réflexion-là. Et tout ça, tout ça a connecté, ça a donné quelque chose de tellement surprenant que ça a rejoint une adhésion populaire à laquelle on ne s'attendait pas du tout, en tout cas pas à ce point-là. Si on l'a fait, c'est parce qu'on pensait que ça allait rejoindre un public, mais on ne pensait pas du tout qu'on allait être confronté à des 6-7 heures de queue. À la fin, on ne savait plus comment s'en dépêtrer. On a ouvert à 24 heures sur 24. Voilà. Moi, c'est mon cabinet qu'on est allé quémander des barrières à la préfecture de police. On a installé nous-mêmes les barrières parce que voilà, c'était juste pas, on n'était pas du tout préparé à ça. Mais en même temps, ça a donné un tel souffle que je pense que les artistes qui sont intervenus dans la Tour 13 n'ont pas regretté parce que pour certains d'entre eux, ils n'avaient pas encore la notoriété et ils n'ont pu l'avoir pour partie par ce biais-là, etc., etc. Donc tout le monde, je pense, y a trouvé son compte. À part les gens qui ont attendu trop longtemps, donc ça j'en suis désolé, mais bon, malheureusement, je ne pouvais pas faire mieux, quoi. Il y a juste une citation qui me vient et qui, je trouve, caractérise bien ce mouvement-là et les conditions pour lesquelles ce mouvement-là peut se développer, continuer à se développer, à exister, à être créatif. C'est l'art né de la contrainte et meurt dans la liberté. En fait, ce sont des artistes qui travaillent avec des contraintes. Vous leur enlevez des contraintes, ça devient très compliqué, en fait. Et c'est pour ça que la Tour 13, ce qui s'est passé à Marseille avec Au Tableau, qui était une école qui a été mise à la disposition d'artistes et qui ont transformé chacune des classes. Voilà, c'est ça. On a besoin de quelque chose à se confronter. Et d'une certaine manière, c'est intéressant aussi qu'au niveau d'une mairie, que ce soit d'ailleurs aussi au niveau, par exemple, d'une société comme la Société de la Rocade L2, elle rentre dans ce jeu voilà, des contraintes. Si je parle de ce projet à Marseille, ce qui est intéressant aussi, c'est que les artistes sont rentrés aussi dans la contrainte d'un chantier professionnel, c'est-à-dire avec des réunions de sécurité, avec des conditions, des gilets, des chaussures, des casques, pas de pétards, pas d'alcool, rien du tout, des contrôles antidrogue, enfin des choses. Il y a des artistes qui ont halluciné. Et en même temps, ils sont là. C'est-à-dire, ah oui, d'accord, ok, j'ai des contraintes, en même temps, ça m'excite. Il y a un truc, et c'est le désir qui là va faire que ces contraintes vont exploser. Mais je pense qu'on a besoin des contraintes. Je dirais que même presque philosophiquement parlant, pour moi, il faut qu'il y ait une barrière. Le jour où il n'y aura plus de barrière, je pense que ce mouvement va se dissoudre. Je prends souvent d'ailleurs comme exemple pour expliquer un peu ce mouvement-là, c'est celui d'un train. Et en fait, la locomotive, pour moi, c'est le graffiti. Le jour où vous enlevez le graffiti, le train s'arrête. Voilà. Donc le graffiti, c'est ceux qui sont vraiment à la colle, qui mettent le charbon, qui se font poursuivre, qui vont en prison. Je pense à Asile. Voilà. Et c'est ces contraintes-là. Et c'est intéressant parce qu'à chaque fois, et je pense à Asile spécifiquement, qui s'est fait arrêter donc il y a quelques mois et qui maintenant est en procès avec la SNCF, et qui a, d'une certaine manière, pris cette arrestation comme une manière de continuer son processus de créativité. Voilà. Et il est en train de contester pied à pied. Il y a d'ailleurs des vidéos sur Internet qui sont vraiment très intéressantes là-dessus, en disant, bon, la SNCF m'attaque, il n'y a pas de problème. Moi, j'assume tous les murs, tous les trains que j'ai recouverts, mais par contre, je ne suis pas d'accord sur le prix. Et je vais vous le montrer. Il prend 1 mètre carré de tôle, il le tag, il l'essuie, il dit voilà, 1 mètre carré, moi je le fais en 10 minutes. La SNCF dit en 1 heure. Je ne suis pas d'accord. Voilà. Donc et là c'est intéressant parce qu'il y a eu quelque chose de fort qui a bouleversé sa vie. C'est une contrainte, on le contraint, et en même temps il va travailler avec cette contrainte pour acquérir un peu plus de liberté. Ça c'est vraiment intéressant. Parfois même l'institution, y compris la justice, se pose de grandes questions. On avait été confronté ça avec le procès de Monsieur Chat et de la RATP. C'était assez intéressant d'ailleurs, parce que on avait une RATP qui n'a pas voulu arrêter ses poursuites. C'était quoi l'histoire? Monsieur Chat est intervenu à la station Châtelet pendant la rénovation de la station Châtelet, et il est intervenu sur le béton brut avant qu'il pose les carreaux de faïence blancs. Bon. Donc forcément, en termes de dégradation, zéro.
Et bon, donc c'était compliqué pour la RATP de poursuivre. C'est ce que j'ai essayé de leur expliquer. À partir du moment où il n'y a pas de dégradation, sur quoi on poursuit? Et la RATP a voulu y aller jusqu'au bout. Pourtant, je les ai appelés. Je leur ai dit, écoutez, franchement, moi, la RATP, j'en ai besoin. Je suis maire, j'ai besoin de travailler avec vous. Je vais me retrouver en face de vous au procès. C'est peut-être pas terrible. On pourrait peut-être essayer d'avancer plus intelligemment. Ils n'avaient pas voulu. Ben, c'est le juge lui-même qui a annulé le procès. À partir du moment où on avait un acteur qui ne savait pas sur quoi il poursuivait, c'était pas sur des dégradations, qu'ils avaient agressé les voyageurs en faisant des beaux chats à la place d'un chantier. Bon, ça n'avait pas de sens. Et le juge a annulé le procès, ce qui était assez intéressant. Et l'artiste lui-même, bon, au début, il n'en menait pas large quand il était au commissariat. Et puis après, les papiers bleus, ça fait toujours. On a l'impression toujours que c'est écrit à la plume de voile avec des grands sceaux, etc. Et puis ça l'a plutôt excité. Finalement, ce procès, alors il savait pas quelle sauce il a été de manger, mais c'était exactement ce que tu disais. C'est qu'au final, cette confrontation l'intéressait. Il en faisait lui-même. Voilà, ça donnait du sens là aussi à ses interventions. Oui, c'est vraiment le propre de l'artiste de faire avec ce qui se passe. De se confronter à sa société, on a toujours vécu ça. Hein. C'est pas le street art qui l'a inventé, hein, mais Non. beaucoup d'artistes, évidemment, ont cherché les limites. Le Caravage, pourtant, aujourd'hui, le Caravage a quand même beaucoup bousculé la société dans laquelle il était. Beaucoup. Oui, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que voilà. Ouais, mais pour moi, la différence essentielle, c'est que l'art s'occupe en effet souvent des limites morales ou des questions. Voilà, il pose il pose des questions, il repousse les limites de la moralité, de la bienséance, des grandes idées. On propose d'autres. Là, avec l'art urbain, on est vraiment dans un truc très pratique, je suis dans la ville m'envahit, la ville est toxique, je réagis. Et je pose des limites qui sont très concrètes. Enfin, je veux dire, on n'a pas vu beaucoup d'artistes. Moi, je connais beaucoup de graffeurs qui ont fait des jours et des jours de garde à vue. Je ne connais pas beaucoup d'artistes plasticiens en France qui en ont fait. Autant que... Parce que là, c'est tout d'un coup... Il y en a eu un peu avant. Il y en a eu un petit peu avant, mais disons que c'est très saupoudré. Hein. Mais par contre, dans des pays, je pense à Ai Weiwei ou même à des graffeurs iraniens qu'on a montré par exemple à l'association Le Mur à Oberkampf. Bon, ben voilà, là il y a une véritable confrontation qui peut même être dangereuse. On risque sa vie, mais là on est face à des systèmes politiques agressifs. Mais dans des systèmes plus mous, je dirais, là il y a un vrai truc intéressant. Aujourd'hui, on a besoin de ça. Et on pose ces questions à la ville, OK, on nous a imposé ces villes-là, elles sont devenues tentaculaires, elles sont devenues violentes, elles nous ont programmé le corps depuis maintenant des générations, et le corps dit stop, il a envie d'autre chose. Donc il agresse la ville, ou il pose des gestes, la peinture... oui, il peut réparer aussi, ou au moins poser des questions. Ça prend du temps. Il a fallu une quarantaine d'années pour que tout d'un coup, on ait des projets comme à Marseille, par exemple, voilà, où en fait c'était une grande tranchée dans la ville qui est absolument pas du tout connectée à la ville. C'est-à-dire que lorsque vous prenez cette rocade, vous êtes pratiquement en souterrain, ou alors vous ne voyez jamais la ville. Vous voyez le ciel ou rien d'autre. Donc c'est quand même très étrange. Et par contre, vous développez des murs de 20 mètres, 25 mètres de hauteur sur des kilomètres pour l'environnement. Enfin, bon, je veux dire, Et là, ce qui est étrange, c'est qu'aujourd'hui, des institutions ou des sociétés se posent la question de savoir, tiens, mais en fait, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire avec ça? Et les artistes donnent une réponse. Bonne, mauvaise, ça, on peut en discuter pendant des semaines. Mais ils donnent des pistes. Là, c'est très étrange parce que là, on a fait intervenir un artiste que tu connais bien qui s'appelle Seth, Julien Malan. Et donc, il avait monté une esquisse. Il avait fait deux visites, je crois même d'ailleurs, du site. C'est des murs gigantesques hein, qui font 300, 400 mètres de long sur 20, 25 mètres. C'est une échelle pharaonique.
Et c'est très intéressant parce que là aussi, il joue avec nous. C'est-à-dire qu'au départ, il avait présenté un projet et puis il vient devant et puis il dit ouais, mais il faut faire beaucoup plus grand. Là, c'est pas. Mais vous n'allez pas suivre. Je lui dis écoute, vas-y, montre-nous ce que tu as envie de faire. Tu vois, et puis sur l'ordinateur, il m'a montré 2-3 trucs. Je lui dis écoute, banco. Mais ça s'est fait hier, exactement, parce que j'étais à Marseille hier et je discutais avec lui hier matin. Voilà. Même là, même dans des projets comme ça, les artistes ne sont pas les toutous que l'on pense, c'est-à-dire qu'ils ont toujours envie de repousser un peu. Bon, je vais faire un truc grand, est-ce que je pourrais pas faire un truc encore plus grand? Et qu'est-ce qu'il y aura à Marseille il y a 10 ans dans les rapports de la ville avec l'art urbain? C'est une ville d'abord qui est empreinte de graffiti, c'est-à-dire que entre le cours Julien ou la L2, parce que la L2 en fait a servi pendant 20 ans, 30 ans de terrain de jeu. Comme c'était une route qui avait été quasiment ouverte, les murs avaient été faits, mais c'était à l'abandon. Donc il y avait des kilomètres de graffiti. Les gens venaient là le week-end, et donc il y avait toute la scène marseillaise est venue là. Et certaines des personnes d'ailleurs qu'on a fait intervenir sur des murs, je pense au 132, je pense aussi à l'Outsider, sont des gens qui avaient peint des choses déjà sur ces murs-là. Donc c'était intéressant. Mais sinon, en termes d'art urbain à Marseille, c'est quasiment nul. Enfin, je veux dire, il n'y a rien. Moi, je donne souvent l'exemple du 13e pour essayer de voir si les élus vont... Alors, je pense par contre à l'aspect viral de la peinture. C'est-à-dire que je pense que les projets qu'on est en train de faire sur la L2, ne serait-ce parce qu'ils commencent à être vus, acceptés, les gens sont un peu titillés là-dessus, va provoquer des envies que ça sorte. Et d'ailleurs, moi, c'est un peu mon désir secret, c'est que la L2, c'est une chose, mais il faut que la peinture maintenant aille dans les quartiers nord, qui est pour nous un peu l'objectif principal. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que, au début, nous, quand on avait commencé, en gros, c'est... je racontais mon histoire et puis on me disait ah, t'es sûr? T'étais vraiment sûr? Et puis oulala, comment vont réagir les habitants? Ça va être terrible. Est-ce qu'ils vont pas croire qu'on cautionne les tags, etc., etc. Enfin, il y a eu toutes ces questions-là en permanence en boucle. Et puis je leur disais bah écoutez, on va bien voir. Si les habitants aiment pas, on arrêtera. Puis s'ils aiment, on continuera. Et puis les habitants ont aimé et puis on a continué. Voilà. Donc c'est ça l'avantage effectivement, c'est qu'ensuite les gens aiment bien être confrontés à l'art. Ensuite, ils aiment pas tout. On leur demande pas tout aimer. C'est comme l'architecture. Il y a des immeubles qu'on aime, des immeubles qu'on n'aime pas. Mais tout ça fait la ville et une ville qu'on aime. Voilà. Donc c'est ça qui nous fait avancer. C'est d'abord le soutien populaire. C'est pour ça que d'ailleurs on le recherche, le soutien populaire, souvent dans notre méthode, qu'on ne veut pas forcément imposer à tout le monde hein, d'ailleurs, hein, mais tous les artistes qui sont d'accord, on leur demande de faire 3 esquisses et de les faire choisir par les habitants. Pour les habitants, c'est super. Hein. D'abord, ils choisissent l'œuvre, ils ne choisissent pas l'artiste, ils choisissent l'œuvre de l'artiste, qui n'est pas tout à fait la même chose. Et puis, donc, ils savent ce qui va être fait sous leurs yeux, puisqu'ils ont participé au choix. On leur a dit qu'il y avait quelle des 3 œuvres avait gagné. Et puis ensuite, ils voient cette œuvre se faire sous leurs yeux. On voit jamais ça dans les institutions. Une œuvre se constituer sous vos yeux, ça n'existe jamais. Et là, non seulement ils le voient sous leurs yeux, ils peuvent discuter avec l'artiste, ils savent ce que l'artiste est en train de réaliser. Là, ce sont des vrais moments magiques où on partage les choses. Et puis, il n'y a pas cette peur de rentrer dans un musée. C'est terrible d'ailleurs, hein, quand on est décideur comme ça, le grand, en matière culturelle, le grand enjeu quand on est élu d'un arrondissement, d'une ville, etc., c'est de faire venir à la culture des gens qui ne viendront pas naturellement. Bon, premier truc auquel on pense, c'est on va rendre l'entrée du musée gratuit. C'est ce qu'on a fait à Paris. Hein, les musées parisiens, je ne parle pas des musées de l'État, mais les musées parisiens sont devenus gratuits. Il y a eu plus de monde, mais il y a quand même beaucoup de gens qui n'osent pas y mettre les pieds parce qu'ils ont peur, c'est pas pour eux. Et ben là, ce partage se fait. Et j'espère qu'ensuite, ça leur donne l'envie d'aller dans d'autres lieux, de venir peut-être dans des foires, etc. etc. Bon, moi, j'avais quand même une question à Jean Faucheur, parce que quand je suis venu ici, alors le lieu est très très beau, hein, le carreau du temple, c'est magnifique, etc. J'adore ce lieu, en plus, j'adore le fréquenter. Mais quand je suis arrivé ici, j'ai trouvé ça vachement propre, quoi.
Et, et je me suis dit, mais comment ça se fait? Alors, il y a Stenelex là, qui commence un petit peu à l'entrée, mais je me dis, mais comment ça se fait que les artistes n'ont pas essayé de bousculer l'histoire? Donc, bon, là, je pense que c'était une première édition, mais comment tu réagis, toi? Tu penses pas qu'à un moment donné, ça va déborder un petit peu des beaux cadres ou alors qu'il va falloir trouver des lieux un peu plus... Alors moi je pense que mon sentiment par rapport à cette foire, c'est que justement, elle fait pas de mélange de genres. C'est-à-dire que pour moi, c'est une exposition de galeries. Ce sont des galeries qui exposent des artistes urbains. Et d'une certaine manière, dans ce truc-là, les artistes comme moi n'ont rien à y faire. Enfin, je veux dire, rien à y faire concrètement. Si, je peux aller visiter, voir deux, trois toiles, mais en fait, c'est pas chez moi. Je me sens pas à la maison. Voilà, où je me sens pas à la Tour 13, ou tu vois, dans des lieux comme ça, qui sont vraiment des lieux habités par les artistes. Mais moi, ça me pose pas de problème voilà, que ça s'exprime aussi. Non, mais moi non plus, mais voilà, je suis que... Bon, C'est d'abord, marrant en que ça plus de ça, bouscule pas plus, quoi. Non, mais en plus de ça, je suis plus street artiste, moi, depuis un paquet d'années. Non, mais tu vois, je veux dire, bien sûr, je regarde ce mouvement-là avec, je dirais, les yeux de l'amour, mais je ne suis pas, je suis plus un activiste. Je fais très très peu de choses dans la rue. D'ailleurs, plusieurs fois, tu me dis, bon, alors quand est-ce que tu vas faire un mur dans le 13e? Et je renacle parce que le désir n'est pas là, ou quelque chose ne vient pas. Peut-être aussi parce que on parlait de ce désir adolescent de s'exprimer dans la rue. Peut-être que ce désir adolescent, c'est voilà, il y a quelque chose qui a lâché et sur lequel j'ai plus besoin de me raccrocher pour exister. Peut-être aussi d'ailleurs au-delà même de ce désir On adolescent. t'organise ce que tu fais à Marseille, excuse-moi, mais Oui, mais là, non, mais là, ce désir, il est là quand même. Non, là, je suis pervers parce que si tu veux, c'est que je pousse les artistes à aller très loin, à faire des choses extraordinaires pour qu'un jour ils laissent tomber. Et moi, d'une certaine manière, aujourd'hui, dans mon processus personnel, l'art n'est pas au centre de ma vie. Voilà. Et j'en suis très heureux. Enfin, je veux dire, j'ai aucun problème là-dessus. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui sur des projets comme ça, qui sont des projets un peu hors normes, où en effet, je suis en contact avec des sociétés, moi, ce sont les hommes qui m'intéressent, au-delà des œuvres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller rencontrer les gars, de parler avec eux, d'avoir aussi leur confidence. Là où je suis, voilà, oui, je suis en effet un artiste maintenant qui est sur la pente descendante en termes d'âge. Attends, tu rigoles. Et non, mais je veux dire, aujourd'hui, je rencontre des artistes qui ont 20 ans. Bon, ben voilà, ils en ont 40 de moins que moi, donc obligatoirement, il y a des choses. Mais moi, ça m'intéresse. Par contre, l'homme m'intéresse là-dedans. Ce qu'il vit. Moi, j'ai vécu un peu tout ce processus artistique depuis, je dirais, pas ma naissance, mais un peu après. On ne va pas faire psychanalyse, mais et je sais que ça m'a sauvé. L'art m'a sauvé. Ensuite, ça m'a enfermé. Et maintenant, j'ai réalisé ça et je suis sorti de cet enfermement. Donc, le jour où j'aurai besoin de peindre, je peins. Et d'ailleurs là, ça fait quelques mois que je ne peins plus et ça me pose aucun problème. Vous m'auriez posé la question il y a 15 ans. Là, je vous aurais fait une crise de nerfs d'enfer. Donc, si vous voulez, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est les artistes, c'est les rapports avec l'homme, les hommes. C'est voilà, c'est ça. C'est qu'est-ce que moi je peux leur apporter, qu'est-ce qu'eux m'apportent aussi là-dedans, et comment je peux continuer mon processus personnel dans ce rapport-là. Là, je suis allé, on a viré un peu on a commencé par le rapport à la loi et là, on est sur tout à fait autre chose. Hein. Exact. Oui, mais c'est ça en même les temps. arts urbains. Hein, oui, mais c'est ça. Oui, mais en fait, on parle de ça, on parle d'une évolution. Et si vous voulez, c'est intéressant. Moi, je rencontre des gens qui ont fait de la peinture dans la rue à 20 ans. Je pense par exemple à O'Clock. Voilà, aujourd'hui, des gens comme ça, comment ces gens-là évoluent dans le temps? Je veux dire, on n'est pas à 45 ans comme on est à 18 ans quand on fait les premières choses dans la rue. Il y a quelque chose qui a évolué, qui s'est un petit peu attendri ou qui a été réalisé. On n'est plus le même homme. Je veux dire, à 60 ans, moi je vais bientôt avoir 60 ans, alors, bien sûr, je ne suis plus le même mec que lorsque j'avais 25 ans. À coller des choses partout, enfin, à vouloir dévorer le monde, ou à vouloir être en colère contre le monde aussi. Parce qu'il y a aussi ça, la colère. Et les rapports des citoyens, des habitants du 13e avec l'art urbain? De manière générale, d'abord, on parle du 13e autrement aujourd'hui qu'hier, notamment grâce au street art. Pas uniquement ça,
Mais c'est à partir du moment où c'est très bête, hein, mais que la presse, leur entourage, etc., leur parle, ça influe aussi leur vision des choses. Mais je pense que la plupart d'entre eux aiment beaucoup. Et puis après, on entend parler de tout, hein. L'unanimité n'existe pas, surtout dans notre pays. Donc ensuite, il y a des réactions atypiques. Alors je vais vous en raconter une ou deux, quoi. Mais il y a notamment deux artistes qui s'étaient représentés en train de se photographier l'un l'autre. Et c'était une des premières œuvres qu'on avait réalisées. Et j'avais un couple qui habitait en face et qui m'a dit: Monsieur le maire, il faut absolument faire effacer ça, c'est horrible. On a l'impression d'être photographié toute la journée quand on rentre chez nous. Donc bon, donc c'est sûr que le street art n'efface pas tout, pas la neurasthénie, tout ça. Enfin, on ne guérit pas tout avec le street art, hein, bon, c'est clair. Et là, récemment, je sais pas, on avait proposé plusieurs esquisses, puis la personne y voyait des pendus, alors que c'était des équilibristes, enfin, peu importe. Mais donc voilà, donc on n'efface pas toutes les maladies avec le street art. Et puis il y en a qui sont très contre parce qu'ils sont contre. Puis voilà, et il y en a, pourquoi vous faites pas des trompe-l'œil, c'est quand même beaucoup plus esthétique. Enfin, mais en dehors de ça, oui, il y a quand même une adhésion populaire, disons-le. Enfin, il y aurait pas la queue comme il y a la queue pour cette foire s'il n'y avait pas une adhésion populaire pour les arts urbains. Il n'y aurait pas eu les heures de queue à la Tour Paris 13 s'il n'y avait pas une adhésion populaire forte pour les arts urbains. Donc ça, on le mesure bien. Et donc tout ça, quand même, nous permet d'emporter tout et d'avancer et d'éviter qu'on se retrouve face à des obstacles juridiques trop forts, parce qu'en fait, on nous laisse faire, quoi, disons-le, hein. On nous a laissé une marge de liberté supplémentaire parce que les habitants nous ont soutenus. Et quelle est votre vision de l'art urbain à Paris il y a 10 ans, 15 ans, par exemple? Dans 10 ans ou il y a 10 ans? Bah, il y a 10 ans, c'est simple, hein, un artiste intervenait, il se retrouvait au commissariat et au mieux, il était relâché, au pire, il était condamné. Enfin, je le fais rapide, sauf quand il prenait justement les dimensions d'avenir pour essayer de passer au travers. Bon, tu avais trouvé un truc un peu subtil. Et donc, il y a 10 ans, il n'y avait pas d'acceptation du tout, il n'y avait pas de différence entre le street art et les tags, il n'y avait pas y compris la terminologie, il n'y avait pas les mots pour faire la différenciation entre une œuvre artistique et puis une simple déclaration où on faisait un tag sur un mur. Bon. Donc les choses ont beaucoup changé grâce aux artistes, grâce au talent des artistes, tout simplement. Et nous, on a accompagné ce mouvement dans le 13e. Je pense que du coup, on a réussi un truc finalement assez fort. Alors, je dis moi modestement, moi je suis un accompagnateur, surtout ceux qui l'ont initié. C'est qu'aujourd'hui, Paris est une des premières, si ce n'est la première place internationale pour le street art. Tout simplement parce que New York a été beaucoup, beaucoup plus répressif, alors que la scène est quand même née là-bas. Qu'un certain nombre d'artistes sont venus se réfugier ici, y compris new-yorkais, que ça a développé un marché, que ça a développé des galeries, que les principales ventes publiques d'art urbain se font aujourd'hui à Paris. Et donc, aujourd'hui, Paris est très bien positionné sur cette nouvelle forme d'art. Et moi, j'en suis heureux parce qu'on voit bien ce combat international. Paris, c'était la capitale des arts. La guerre est passée par là. C'est plus devenu la capitale des arts. C'était parti du côté des États-Unis, notamment à New York. Ça restait la capitale muséale, mais pas en tout cas des arts vivants, parce que justement beaucoup d'artistes étaient allés se réfugier là-bas. Et on est dans ce combat permanent, cette confrontation internationale aujourd'hui. Et aujourd'hui, par le biais du street art, des arts urbains, de l'ensemble de cette scène, Paris s'est repositionné, en tout cas sur une niche, mais une niche importante. Et ça, c'est bien, parce que ça va nous permettre de faire d'autres choses, et pas uniquement dans les arts urbains. Et encore une fois, dans les interventions des artistes sur la voie publique, il peut y en avoir plein d'autres. Et dans le 13e, moi, je ne souhaite pas, même si on va continuer à faire du street art, on va continuer à donner des murs aux artistes, à leur permettre d'intervenir. Bon, enfin, je ne sais pas si vous avez vu, on a installé récemment une œuvre de Laurent Grasso, une œuvre lumineuse, sur une grande cimenterie, une espèce d'énorme aurore boréale,
d'ailleurs avec les mêmes questionnements des mêmes, hein, c'est-à-dire, oulala, on va mettre des lumières sur le périphérique, combien il va y avoir de morts à cause des accidents? A priori, on va faire de l'éclairage, ça devrait tuer personne. Même s'ils vont trouver ça beau, ils vont pas forcément faire des carambolages à cause de ça. Donc on a eu exactement les mêmes questionnements avec les mêmes personnes en face. Puis depuis, il n'y a pas eu d'accident d'ailleurs. Sauf Et dans les- les ministères des Transports, peut-être. Oui, oui, enfin, ils sont souvent accidentés, effectivement. Et donc, et là, on va faire un grand parcours d'art contemporain, pas uniquement de street art. On demande au moment de la conception même des immeubles que les architectes viennent avec des propositions artistiques. Il va y avoir un certain nombre de sculptures qui vont être installées, etc., etc. Et donc, on va avoir un parcours d'art urbain et puis un parcours d'art contemporain et tout ça dans la ville. Et je pense que bah voilà, ça nous permet de nous positionner. Donc, une histoire s'affronte pas à l'autre. Et comme ça, on est en train de repositionner Paris sur cette scène internationale où Paris ne sera pas que la ville des musées, mais aussi d'un certain nombre d'arts vivants, voilà, ce qui en fait sa richesse et sa notoriété, et aussi économiquement, en plan touristique, bah, voilà, aussi une de ses ressources. Ça, c'est très intéressant. Et qu'est-ce que vous pensez, Jean, à ce regard? Oui, oui, moi je me posais la question en fait de savoir si ce parcours d'art contemporain allait croiser celui d'art urbain. Évidemment. D'accord, ok. Mais ça c'est intéressant parce que Je vais justement. même te dire qu'il va y avoir un parcours d'art urbain sur le boulevard Vincent Auriol, la rue Ok. Jeanne d'Arc, etc. Un parcours d'art contemporain sur le nouveau quartier du 13e sur Paris-Rive-Gauche. Et là, on est en train de réfléchir à un parcours lumineux, c'est-à-dire où on va demander à un certain nombre de gens qui construisent des immeubles d'avoir une vision nocturne de ce qu'ils construisent. Donc il y aura le paysage diurne, l'architecture qu'on voit le jour, et puis il y aura un paysage nocturne. Donc l'idée, c'est de faire voilà, une espèce de fer à cheval comme ça, où, bah, ensuite, en fonction de ce que les gens aiment, les arts urbains, l'art contemporain, d'autres choses étonnantes, qui puissent aller découvrir des formes du Paris du 21e siècle, y compris d'architecture, parce que l'architecture sera une des données importantes, et donc de positionner, y compris le 13e qui était presque en dehors des cartes, Ouais. en tout cas des cartes psychologiques, sur le Paris contemporain, quoi. Bon. Quand on va à Londres, on commence par les grands musées, et puis ensuite on va voir les quartiers plus modernes. Voilà, c'est un peu notre état d'esprit. Oh non, mais moi je trouve. Enfin, non, moi ça m'a. Non, Je nous les perturbais. non, pas du tout. Non, 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 mais je me disais en définitive. Un artiste comme toi qui est entre le contemporain et les arts urbains, il aurait Ouais. toute sa place. Hein. Bah oui, mais On c'est peut te ça. mettre à l'intersection. Hein. Voilà. Oh là là. Mon Dieu, quelle responsabilité. Mais voilà, bah justement, c'est cet aspect-là. J'avais lu un article récemment sur ce qu'un artiste comment un artiste contemporain aujourd'hui peut devenir subversif. Et il y avait des artistes, il y avait un critique qui disait que la seule manière d'être aujourd'hui subversif pour un artiste, c'est d'être absolument inclassable. Et bon, tu te posais la question quand tu m'as dit je suis un artiste Bravo. contemporain. Voilà, c'est ça. Et je pense et c'est drôle parce que j'ai mis un certain temps moi pour me dire mais qu'est-ce que je suis en fait, parce que quand on me disait j'étais un artiste urbain, je me dis mais non, j'ai arrêté. Je suis depuis très longtemps, et un artiste contemporain, mais je suis dans aucun musée. Je veux dire, j'ai toujours été dans des galeries à la marge, donc où est-ce que je suis? Et en fait, oui, si je suis subversif, c'est ça. Mais voilà, c'est toujours à un moment donné une contrainte, un truc comme ça. Où est-ce qu'il faut aller pour subvertir un peu le système? Donc moi, j'aime bien en même temps que, bien sûr, un système, une institution, je veux dire, des représentants des peuples, tout d'un coup, se mettent à développer des programmes comme ça. Il y a des gens, des puristes du graffiti qui vont dire bah, c'est pas pour moi. Mais de toute manière, il y a des râleurs partout. Mais c'est bien. En même temps, il faut qu'il y ait des râleurs. Il faut qu'on puisse, nous aussi, même moi, par exemple, ce que je fais, ce que je contribue à faire à Marseille, c'est aussi d'avoir à un moment donné des gens qui me disent ah ouais, mais bon, tu vois, ça. Ah oui, oui, bien sûr, oui, oui. Il a le droit d'avoir ça. Trouve ta voie. Va chercher quelque chose où tu vas me prouver, si tu veux, pas que j'ai tort, parce que j'ai ni tort ni raison. C'est simplement, trouve une autre voie, quoi. Et j'aime bien quand des projets se mettent comme ça. La Tour 13, elle était là, elle a été un succès, elle a été aussi une polémique, d'une certaine manière, artistique. On peut toujours dire, ouais, comme ça. Mais elle était là. Faites quelque chose, et puis ensuite...
on essaye de faire autre chose, de contourner les choses, toujours contourner. Et ça, c'est l'art urbain, c'est ça, c'est toujours contourner, être malin, passer en dessous, prendre les clés, aller dans les métros. Je pense à Hermès et cette fameuse vidéo sur FR3 où il avait toutes les clés de la RATP, il faisait visiter les bureaux. Voilà. Donc, mais j'aime bien ça. J'aime bien l'idée d'être malin, d'être intelligent, de contourner les choses. C'est vrai que des artistes comme Zeus, des gens comme Space Invader ont montré là-dessus une très grande intelligence et une très grande, je veux dire, continuité dans l'esprit. Je me souviendrai toujours quand Zeus a fait. Alors, on parlait de la contrainte. Très très bon exemple. L'association Le Mur à Paris donc a montré, je crois que c'était en 88, Zeus. Et Zeus lui dit, bon, Zeus, qu'est-ce que tu voudrais faire? Est-ce que ça t'intéresse de faire quelque chose ici? Il m'a dit, c'est pas un gros baratineur, mais comme ça. Il m'a dit, mais en fait, tu vas me mettre du placo-plâtre partout sur le panneau qui fait 3 mètres par 8. Je dis, bon, ok, je mets du placo-plâtre. Puis tu vas le peindre en blanc, en noir. Je dis, bon, je peins en noir. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu vas y faire? Je vais venir tous les jours. Ah bon? Mais c'est quoi ton propos? Tu sais, moi, quand j'ai besoin de faire quelque chose dans la rue, je le fais. J'ai besoin de la permission de personne. Donc chaque jour, je vais venir, je vais hurler, je vais faire une performance et je vais faire une barre comme dans une prison, chaque jour. Et pendant les 15 jours, il a fait ça. Ensuite, il barrait toutes les 5, comme ça. Chaque jour, à la même heure, il venait. Voilà. Pour moi, ça, c'est l'intelligence de l'art urbain quand il va voir du côté de l'art contemporain et quand il va voir autre part. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, soit on les a tous endormis, soit on a répondu à tout. Jérôme. On vous écoute. Voilà. Oui, en termes de législation, moi, ce que j'avais vu, c'était que, en fait, un graphe était condamné pour son acte vandal durant 3 ans, et que donc après 3 ans, un artiste pouvait se revendiquer de la paternité de son œuvre sans problème. Mais la question après, c'est est-ce que l'œuvre est toujours là? Et du coup, je me demandais en termes de conservation des œuvres de street art, comment ça se passe maintenant, au vu aussi de l'engouement et des commandes publiques, etc. Voilà, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qu'il en est maintenant pour les œuvres graphiques? Je pense aussi aux balades urbaines qui sont organisées. Voilà, enfin, je sais que les graphes, ça a toujours été un peu la dimension éphémère qui compte aussi. Enfin, qu'un graphe peut être recouvert par un autre sans problème, etc. Mais voilà, je me posais la question de la conservation en fait, de ces œuvres actuellement. Dans le point de vue de l'avocat, quand on parle des graffitis illégaux, de l'art urbain illégal, les droits d'auteur, il existe parce que les droits d'auteur français n'est pas limité. On ne trouve pas dans la loi la limitation de la légalité ou illégalité de l'œuvre d'art. Mais c'est toujours limité par des autres normes juridiques et avant tout le respect de la propriété privée qui, dans ces moments, dans un point de vue constitutionnel, c'est considéré, je ne sais pas comment c'est dit en français, prévoyant. On doit les respecter, donc la violation de la propriété privée n'empêche pas la naissance du droit d'auteur pour l'artiste des graffitis, mais pratiquement tous les droits qui dérivent dans les droits d'auteur sont paralysés. Mais par exemple, les droits à la paternité, c'est sans doute c'est un des seuls droits dans lesquels on n'a pas de doute. La paternité, c'est de l'artiste, ça c'est clair, toujours quand l'œuvre d'art est illégale. Mais par exemple, dans ces moments, il n'y a pas le droit de l'artiste à l'intégrité de l'œuvre qu'il a créée.
parce qu'on retient que les droits de propriété doivent être avant tout. Donc, le propriétaire du mur, par exemple, peut décider de maintenir l'œuvre d'art, de la couvrir, de la laisser au temps. Donc, ça, c'est ça. Les problèmes d'un côté, mais c'est le débat toujours ouvert dans un point de vue juridique. Oui, puis il y a en même temps un truc assez rigolo dans le droit français, c'est l'impossibilité que vous avez de détruire une œuvre d'art. Vous avez pas le droit, l'artiste a le droit de détruire sa propre œuvre. D'ailleurs, il y avait eu une jurisprudence avec un artiste très connu, je crois, qui était retourné dans un atelier parce que son marchand avait 40-50 œuvres, et puis en fait il s'était dit que les 3/4 des œuvres vraiment n'avaient aucun intérêt, et il les avait détruits. Le marchand l'avait attaqué, et en fait je crois qu'il y avait eu une jurisprudence qui donnait à l'artiste le droit de détruire son œuvre, même le droit d'aller, si par exemple vous m'achetez une peinture demain, ce que je vous souhaite, mais que moi j'ai le droit d'une part d'accéder à cette œuvre-là, vous ne pouvez pas m'interdire d'y accéder. Extraordinaire. C'est-à-dire, je frappe à la porte, vous ne pouvez pas m'interdire d'aller voir l'œuvre. Et si j'ai envie de la transformer, vous ne pouvez pas me l'interdire non plus. Oh merde, j'ai un Jean Faucheur chez moi. Fais gaffe. Il va falloir que je mette. Et en plus de ça, j'ai ton adresse. Et par contre, non, c'est intéressant l'histoire de la conservation. Et c'est vrai que ça pose beaucoup de questions. Moi, j'ai eu des discussions avec Dominique Harris et Monsieur Houdard, je ne me souviens plus de son prénom, il m'excusera, là-dessus, sur la conservation des œuvres. Parce que c'est un problème, c'est par exemple si le ministère de la Culture, et c'est le cas actuellement, parce qu'ils ont lancé des appels à projets sur des œuvres dans l'espace public, des œuvres d'art urbain, c'est OK, on donne de l'argent, il y a des œuvres qui sont réalisées, est-ce qu'on aura besoin de les restaurer? Parce qu'ils ont un devoir de conserver l'œuvre. Donc ça, c'est un vrai problème pour les institutions, d'accepter que les œuvres soient provisoires, qu'elles ne puissent pas être pérennes. Et moi, j'aime bien cette idée-là. Je veux dire, les musées conservent. Moi, j'aime bien l'idée que les choses se détruisent un peu. J'en ai un peu assez de vouloir qu'on conserve toujours les choses. D'ailleurs, les conservateurs, ça me fait... Il y a un truc un peu, moi, qui me gêne là-dedans. Et j'aime bien l'idée que... Et d'ailleurs, je trouve que même philosophiquement parlant, ou voilà, pour ne pas dire d'autre chose, j'aime bien l'idée que les choses disparaissent. D'ailleurs, l'œuvre que j'avais faite pour le ministère de la Culture, c'était ça, c'était intitulé « Tout doit disparaître ». Vous savez, à la façon des publicités dans les magasins, quand c'est des fins de solde, des choses comme ça. Et je trouve que c'est important de réfléchir à ça, de se dire, mais en définitive, qu'est-ce qui est important? C'est de vivre le moment où vous avez vu quelque chose, ou c'est de le conserver? Alors, tu posais cette question de la galerie et de ce qui se passe aujourd'hui ici. Ici, on est dans un moment où les gens vont acheter pour conserver. Bon. C'est OK, ça a le droit d'exister pour moi. Moi, j'aime bien quand les choses disparaissent. Mais moi, c'est un truc que j'ai dû contourner aussi. Parce que, disons-le, il y a des choses qui sont indémerdables. Non, mais on n'est pas les premiers à avoir accompagné des œuvres sur des murs. Je veux dire, d'abord, ça se faisait déjà dans l'Antiquité, donc soyons modestes. Mais y compris avant le street art, il y a eu des interventions, y compris lancées il y a pas mal d'années à Paris. Et le problème, c'est que les œuvres sont aujourd'hui très dégradées, qu'on ne sait pas les entretenir, ou en tout cas de les restaurer, ça coûterait beaucoup plus cher que ce qu'on a payé pour leur réalisation. On n'a pas le droit de les effacer, et donc on est une espèce d'entre-deux merdiques, quoi. Et si j'avais pas contourné ça, il n'y a aucun décideur qui aurait accepté qu'on recommence l'histoire, en voyant ce qu'avait donné le produit du passé. Et donc, encore une fois, on fait signer des choses avec des artistes en disant que c'est provisoire. Aujourd'hui, vous savez, quand on veut restaurer des immeubles, généralement, on leur donne une double peau pour mieux les isoler, pour que ça consomme moins. C'est ce qu'on est en train de faire un peu partout dans Paris, mais dans plein d'autres villes aussi. Donc, évidemment, les propriétaires des murs, qui sont notamment des bailleurs sociaux, ils disent, mais c'est pas parce que vous allez intervenir sur un immeuble qu'on va priver les habitants demain de payer moins de chauffage parce qu'on va mieux isoler les immeubles. Donc, je n'ai pas envie, moi, de les empêcher de faire ça demain. Et puis, il y a peut-être des œuvres qu'on considérera comme majeures d'ici quelques années, qu'on aura envie de restaurer, et on paiera des gens très cher pour les restaurer, alors qu'elles n'avaient pas coûté grand-chose pour leur réalisation. Voilà, c'est comme ça. La vie est toujours plus forte. Donc, on a fait un peu comme les arts urbains, c'est-à-dire qu'on a détendu l'histoire, on a considéré que tout ça était provisoire,
Et puis peut-être qu'il y a des choses que dans 100 ans, ça sera toujours là, que ça aura été restauré 3 fois, on aura trouvé ça génial, et voilà. Mais c'est comme ça, voilà. Laissons-nous des marges, quoi. Non, mais à mon avis, c'est une bonne chose. Je pense en termes de restauration d'œuvres, il y a eu les restaurations des œuvres de Keith Haring qu'il avait peint dans les années 80, je crois, à l'hôpital Olivier Debré. C'est un bon exemple. Voilà, c'est un bon exemple. Tout d'un coup, il y a des gens qui se sont dit on va restaurer. Mais c'est vrai que c'est d'ailleurs curieux sur une histoire comme celle-là. Et c'est qu'on on a demandé, il y a beaucoup d'artistes qui ont participé par la vente de leurs œuvres pour trouver des sous, pour restaurer cette œuvre. Il y a eu une vente, voilà, il y a eu une vente, il y a une vente spécifique où voilà. les artistes ont donné pour restaurer cette œuvre. Je trouve œuvre. ça très intéressant que voilà, tout d'un coup, les artistes se disent oui, mais cette œuvre-là, elle est importante pour la communauté. Ça, c'est intéressant aussi, cette dimension de la communauté et de la peinture. Non, mais il y a eu tout ce débat aussi avec la tour Paris 13. Sur lequel on a pas cédé sur deux choses, c'est-à-dire que comme vu le succès, évidemment, vous imaginez bien tous les Nike, Adidas, défilés de mode, machin, ils voulaient tous s'organiser des événements à la Tour 13 et ils venaient avec leur chèque et beaucoup de zéros. Comme quoi on peut parfois résister, même un politique peut résister à ça. Parce que les artistes étaient intervenus gratuitement, même si les recettes tombaient dans le fond, dans l'escarcelle d'une association pour continuer l'histoire, on ne s'est pas senti la possibilité de le faire et je pense qu'on a bien fait. Et puis il y a une espèce de pétition sur il faut conserver la Tour 13, il faut la garder, etc. Non, c'était pas le jeu. Enfin, les règles du jeu étaient claires pour les artistes, pour les spectateurs, pour les Parisiens depuis le départ. C'était quelque chose de provisoire. C'était ça aussi qui donnait son attrait. C'était que ça allait disparaître. Et donc, évidemment, on n'a pas cédé. Et on a rendu les clés de l'immeuble au moment où il devait être désamianté et détruit aux propriétaires. Parce que sinon, on s'est dit, on va casser toute l'histoire. C'est-à-dire plus personne va oser refaire des choses pareilles parce qu'ils vont pas, ils vont se dire, bah voilà, regardez, ils ont fait ça là-bas et puis après on n'a pu détruire notre immeuble, on n'a pas pu livrer les logements sociaux qu'on voulait faire, etc. Donc on a tenu bon sur ces deux choses-là. C'est intéressant parce que c'est cette dimension, par exemple sur le mur à Oberkampf, on a ça, comme on montre des œuvres tous les 15 jours, il y a des fois des œuvres qui plaisent, celles qui ne plaisent pas, il y a des gens qui vous disent « Ah bah dis donc, c'était bien quand même ». Et celles qui vous ne pouvez pas la laisser une semaine de plus, non. Et la frustration est intéressante, cette notion de frustration. Il y a des gens qui disent on voudrait que ça. Non, ça va se finir. Donc profitez bien de votre expérience que vous avez là, parce qu'après, c'est terminé. Et je pense que c'est bien de ne pas vouloir obligatoirement, et l'éphémère, c'est ça, c'est la caractérisation d'un désir qui va tomber dans les limbes. Il y a un truc, c'est dangereux, quoi. C'est bon dans nos sociétés qui veulent tout conserver propre, etc. La ville évolue. New York, en l'espace d'un siècle, a été détruit à 80%. 80% de New York a été construit et déconstruit plusieurs fois. Voilà, je trouve que c'est les caractérisations de notre époque, quoi. Les choses changent et bougent. C'est perturbant par moments, parce qu'on aimerait bien que les choses ne changent pas. Mais il y a quelqu'un qui disait que la seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Voilà. Donc, je crois qu'il faut en effet vivre avec ça, avec cette dimension du changement. Dernière question. Oui. Et c'est tous les deux intervenir, parce qu'on soyons fous. Bonjour, merci pour cette présentation, cette thématique. Ma question, elle est en rapport, il y a un mot qui n'a pas été cité dans ce débat, c'est le mot tag, qui est la signature de base essentielle, en fait, qui a fait éclore tout ça, qui est la base, on va dire. Et donc, le tag, c'est vraiment l'adrénaline, la générosité. Ça a été évoqué. Voilà. Et ça se met en opposition à... C'est-à-dire c'est la même pratique que la publicité. Ça veut dire que c'est exactement la même chose, c'est-à-dire on vous l'impose, c'est dans l'espace public, mais ça devient un espace privé dans l'espace public. Donc, à quel titre la publicité est légale ? C'est ça la question que je me pose. Quand un tagueur il s'approprie un espace, et quand une marque privée, etc., s'approprie un espace et se permet de porter plainte en plus derrière contre quelqu'un qui est dans un espace public, qui se réapproprie... Enfin, voilà, il y a cette notion de propriété privée dans l'espace public. Et je pense que c'est... voilà. Et le tag, cellule essentielle aussi
Ça, c'est clair. de cette expression et qui est toujours condamné. On a toujours le discours de quelqu'un qui vous voit peindre. Faire, moi j'aime bien, vous faites des choses en couleur, c'est bien, ça change et tout. C'est pas comme ces tags. Sauf que le graffiti, c'est un tag déguisé en fait. Et voilà. Et après, bon, il y a d'autres écoles qui sont nées derrière, mais en tout cas, ça reste la cellule de base et qui est une contestation légitime de la légalité ou pas de toutes ces présences du privé dans le public en fait qui nous occupe. C'est comme porter payer pour avoir un sweatshirt Nike. Donc en fait, on paye pour être le représentant publicitaire d'une marque. Ça, c'est génial quand même. Donc voilà, je voulais poser Je te cette signale quand question-là. même qu'il y en a quelques-uns qui ont des t-shirts avec des tags dessus. Hein. Aussi, ça ouais. m'arrive aussi. J'en ai quelques-uns dans ma besace. Merci. Non, mais pour moi, enfin, je veux dire, là, je fais une confession. Pour moi, le tag, c'est l'essence. Voilà. Mais c'est vrai que c'est tellement essentiel que les gens l'acceptent très difficilement. Je veux dire, aller à l'essentiel, c'est pas à la portée de tout le monde. Donc ça demande une éducation. Je veux dire, ça demande tout d'un coup de lâcher un certain nombre de choses, de lâcher. C'est vrai que peut-être que je dis ça maintenant, et peut-être que si j'avais une voiture et qu'on me taguait ma bagnole ou la porte de la maison que je n'ai pas, peut-être que je ne serais pas content, quoique. Mais mais voilà, mais c'est-à-dire que le tag, pour moi, ça pose la limite. Tu vois, je pose un tag, je suis contre, je suis pour. Je peux pas être froid, tu vois. Il y a un truc où tu peux pas être entre les deux. Moi, j'aime ça. Personnellement, enfin bon, on se connaît, donc tu convaincs. Et moi, j'ai pas l'impression d'être schizophrène en accompagnant des interventions de street art ou de graphe et de faire effacer les tags. Voilà. Mais bon, voilà. Non, mais parce qu'il joue son rôle, en fait. Non, mais c'est ça, c'est assez intéressant. C'est que là-dedans, il y a une autorité, il a des responsabilités. Les taggeurs, eux, veulent repousser les choses, veulent se confronter à ça. Voilà, pour moi, c'est le système, il est comme ça. Je veux dire, moi, ça m'inquiéterait le jour, si tu veux, où le tag sera autorisé. Sincèrement, je pense que d'ailleurs, s'il était autorisé, une bonne partie de l'intérêt, on avait parlé d'adrénaline au début, une bonne partie de l'intérêt de faire du tag disparaîtrait. Je vois quelques tags pourrir quelques œuvres que je considère comme artistiques, ça m'agace un petit peu aussi. Ouais, mais moi, j'aime bien. Moi. Bien, merci à tous. Je remercie Jérôme et Jean.